Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de votre journal d'information locale. Voici les titres de ce 28 février. Les suites de la fuite d'hydrocarbures à Hautouillet. Le pipeline de l'entreprise Total a déversé des milliers de litres de pétrole. Comment va se dérouler la dépollution des quelques 8 hectares ? Le salon de l'agriculture 2019 fermera ses portes le 3 mars au soir. Il ne vous reste que quelques jours pour aller à la rencontre des exploitants yvelinois. Tour d'horizon à suivre. Et puis elle fait partie de ces maires qui jettent l'éponge. Véronique Coté-Millard assure qu'elle ne se représentera pas en 2020 en plateau. Elle nous expliquera notamment pourquoi. 8 hectares de champs touchés, mais aussi des rivières, des ruisseaux. La fuite d'hydrocarbures survenue en tout début de semaine à Hautouillet a été qualifiée de marée noire à l'échelle locale par les associations de protection de l'environnement. Sur place hier pour constater les dégâts, le ministre d'État François de Rugy a d'ores et déjà annoncé qu'il serait extrêmement ferme avec Total, propriétaire du pipeline à l'origine de l'accident. Il y aura bien sûr une enquête, une recherche en responsabilité et tout sera à la charge du groupe Total. Tous les travaux de dépollution, tous les travaux d'intervention actuels et futurs seront à la charge du groupe Total, de même que l'indemnisation des agriculteurs aujourd'hui qui subissent ce préjudice de pollution au pétrole. Et si aujourd'hui l'incident semble circonscrit, se pose la question de la dépollution. Comment nettoyer quelques 900 mètres cubes de pétrole brut ? Écoutez à présent l'un des responsables de Total. On a des équipes qui sont 24 heures sur 24, avec du pompage d'abord, de l'excavation de terre, c'est extrêmement important pour limiter la façon dont l'écoulement se fait. Ensuite, on a des pelleteuses, vous voyez derrière, qui préparent des terres et qui commencent à excaver des terres. La préoccupation essentielle, c'est de limiter la zone de pollution, de s'assurer qu'aucun hydrocarbure ne dépasse cette zone qu'on a délimitée aujourd'hui. Reste que 2 agriculteurs céréaliers ont aujourd'hui perdu leur récolte annuelle. Un comité de suivi hebdomadaire doit être mis en place et une enquête environnementale devrait avoir lieu dans une quinzaine de jours. Le salon de l'agriculture, un rendez-vous médiatique important pour les exploitants venus de toute la France et ceux des Yvelines ont forcément répondu présent. Manon Varaldo est allée leur rendre une petite visite sur leur stand. Au salon de l'agriculture 2019, dégustation de produits du terroir français, découvertes gustatives, visites incontournables des animaux et petits bisous pour certains. Je compte devenir agriculteur dans quelques mois et ça me semblait intéressant, c'était une opportunité pour moi de venir, de voir un peu autre chose. Et parmi tous les stands du salon, bientôt du vin 100% yvelinois. En 2017, la winery parisienne a planté ses premiers pieds de vigne à Davron. Elle veut réinventer la filière viticole en Île-de-France. L'idée pour nous, c'était de reproduire des vins dans l'ancienne plus grande région viticole de France, qui est l'Île-de-France, pour produire des grands vins dans la région, sur la plaine de Versailles. La première cuvée est annoncée pour 2020. Côté assiette, la ferme des Alluets propose des légumes anciens et nouveaux sur l'étalage topinambour, radis noir ou rutabaga. J'ai une 50aine d'hectares en fruits et légumes que je revends sur les marchés en Île-de-France. Carottes roses, choux de Bruxelles rouges. Nous vendons vraiment des légumes qui sortent de l'ordinaire. Le département des Yvelines est le 2e territoire agricole d'Île-de-France. Il participe au salon pour la 2e fois avec les Hauts-de-Seine. Ils sont complémentaires parce que l'agriculture, c'est une production et une consommation. Et si les Yvelines sont un département producteur, ce que les Hauts-de-Seine ne sont pas, les Hauts-de-Seine, comme les Yvelines d'ailleurs, sont des départements consommateurs. Et en particulier, consommateurs dans nos cantines scolaires de nos collèges. Les Yvelines favorisent les produits locaux et intègrent les produits issus de l'agriculture biologique. Au concours général agricole, Y a eu la médaille d'argent sur un yaourt à l'abricot destiné à la restauration collective pour les enfants des écoles du département. Notre gamme bio, on doit envoyer à peu près 30 à 40 000 pots par mois qui sont dédiés aux cantines, hôpitaux. Le territoire des Yvelines est composé de 90 000 hectares d'espace agricole avec près de 1000 exploitations. L'agriculture, c'est un marqueur fort des Yvelines, aider à l'installation et au renouvellement des générations. Il faut installer des jeunes agriculteurs, des jeunes agricultrices, et donc on y travaille en les aidant financièrement. On les aide aussi à se transformer au niveau écologique, énergétique. Alexandra Dublanche, également adjointe au maire de Sartrouville, n'est pas la seule à vouloir mettre en avant les agricultrices. Dans les stands du salon, Clémentine Rigaud, Miss France agricole élue le 15 décembre, est présente. C'est plus les vieux barbus au fin fond de la montagne, qu'il y a vraiment un nouveau souffle dans le monde agricole avec la jeunesse et les femmes dans l'agriculture.
Concilier développement urbain et développement économique agricole, un enjeu que les visiteurs ont apprécié. C'est un bon salon et on fait voir beaucoup de choses qu'à Paris justement il n'y a pas. Je viens chaque année et à chaque fois j'ai eu l'occasion d'accompagner mon petit-fils. J'ai eu pas mal de nouveautés, c'est tout du côté bio et goûter les produits éventuellement. Vous pouvez encore faire un tour, le salon de l'agriculture se termine ce dimanche 3 mars. Invité de ce journal à présent, Véronique Coté-Miard. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue en plateau, maire UDI des Clés-sous-Bois. Vous êtes élue depuis 2001 et vous l'avez d'ores et déjà annoncé, vous ne serez pas candidate à un nouveau mandat en 2020. Vous faites partie de ces maires qui jettent l'éponge, comme on dit, en quelque sorte. Expliquez-nous pourquoi. Oui et non, puisque j'avais annoncé en 2014, aux dernières élections municipales, que ce serait mon dernier mandat, le 3e mandat. Donc j'avais déjà prévenu que je ne referais pas un 4e mandat. Est-ce qu'il y a un ras-le-bol aujourd'hui? Vous êtes déjà exprimé sur ce sujet-là. Ça, c'est certain. C'est certain. Bon, moi, j'avais pris cette décision avant parce que je considère qu'être élu, il n'y a pas de carrière politique entre guillemets, c'est pas un aboutissement et que voilà. Donc, je souhaite maintenant prendre un nouveau départ. Mais c'est-à-dire que je ne vais pas partir avec les regrets auxquels j'aurais pensé pour devoir partir et laisser la place de maire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la fonction de maire qui est dévalorisée. Un soulagement. Le mot est fort, mais la fonction de maire est dévalorisée. Les administrés sont très exigeants. C'est devenu extrêmement compliqué parce que d'abord, on est dans un climat de défiance, on est dans une crise institutionnelle sans précédent, on le voit tous les jours, et on est dans une période de recentralisation qui n'a fait que de s'amplifier et qui, entre autres, sont responsables, les lois MAPAM et les lois NOTRe sur lesquelles nous, les élus, on est dans des EPCI où les compétences que l'on exerçait d'une façon complètement autonome sont déléguées à des intercommunalités. Donc ça change complètement le rapport qu'on a avec le citoyen, ce rapport de proximité qu'on avait avant. On ne comprend pas forcément vers qui se tourner quand il rencontre certaines difficultés. Tout à fait. On a des problèmes financiers qui sont épouvantables puisqu'on a de moins en moins de dotations de l'État. Pour ce qui concerne ma commune, on a plus 5% de dotation globale de fonctionnement alors qu'elle était de 20% il y a encore une dizaine d'années, 25% même. Donc plus de moyens financiers, plus d'autonomie fiscale, on nous supprime en plus la taxe d'habitation. Et les compétences que nous exercions dans notre commune, y compris surtout la gestion des services de proximité, ne sont plus de notre pouvoir, puisqu'ils partent dans une intercommunalité. Oui, ce qui a changé entre le début de votre mandat en 2001, le premier mandat, et aujourd'hui, en 2019, c'est cette intercommunalité auquel la ville des Clés-sous-Bois n'appartenait pas, Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça a changé les choses en bien, malgré tout, ou c'est un handicap pour votre commune? En bien, parce qu'il y a des choses, c'est intéressant, si vous voulez, de pouvoir mutualiser, de travailler sur un territoire qui est quand même le 2e pôle économique d'Île-de-France et qui a le territoire de l'innovation. Il y a plein de choses intéressantes à faire. Après, c'est les lois qui obligent donc cette délégation de compétences. Nous, on a un coefficient d'intégration fiscale, c'est-à-dire que 60% des compétences sont d'intérêt communautaire lorsqu'elles sont déléguées, qui ne laisse pratiquement plus d'autonomie aux maires, puisque c'est l'ensemble du conseil communautaire qui va décider ce que vous devez faire sur votre commune. C'est pas gênant dans certains domaines. Je veux dire, dans le domaine des déchets, des domaines de transport, ça ne pose aucun problème. Après, au domaine de développement économique, c'est dommage parce que la proximité qu'on avait avec les investisseurs en direct, on l'a beaucoup moins. Et puis, alors, dans d'autres domaines, comme dans le domaine de la gestion des services de proximité, c'est une catastrophe. La compétence éclairage a été déléguée, on n'a plus le mobilier urbain, on peut nous imposer du mobilier urbain. La réactivité que moi j'avais quand il y avait un problème, un conteneur de verre non vidé, etc., j'appelais tout de suite l'entreprise, s'il venait pas assez rapidement, je faisais venir mes services techniques et c'était fait dans la journée. Un trou sur la voirie, moi je le réparais dans la journée avec mes services. Maintenant, ça peut prendre un temps plus que certain. Et la population ne comprend pas qu'on n'a plus de lisibilité, d'abord par manque d'autonomie financière, parce que les services qu'on faisait avant en direct, on ne les fait plus. Et on n'arrête pas de se faire disputer par les gens qui, même quand ils vous aiment bien, disent on vous aime bien, mais à quoi vous servez, Madame le maire? Justement, c'est une question que je me pose. Donc vous l'avez dit, c'est un soulagement. Vous allez quitter finalement avec un certain soulagement cette fonction de maire en 2020. Oui, parce que je vis très mal cette situation. Je me suis toujours investie avec une passion, avec enthousiasme, et j'ai toujours pris mes responsabilités et les risques qu'elle avec. Et maintenant, devoir me voir imposer des choses que je ne porte pas forcément,
c'est quelque chose qui est, et en plus de devoir dire aux habitants, bah oui, je suis obligé de le faire, mais les gens comprennent, on peut pas comprendre. Donc c'est beaucoup de stress, c'est extrêmement frustrant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des dossiers qui n'avancent plus? Ah Vous oui. avez encore des priorités sur la fin de ce mandat? Ah oui, j'ai des dossiers qui malheureusement me prenaient 3 mois et en 1 an ont pris du retard. Parce que justement, les procédures sont devenues tellement lourdes maintenant qu'il y a un décalage, il n'y a pas du tout la même réactivité. Oui, oui. J'ai une résidence de personnes âgées que j'aurais dû sortir il y a bien longtemps et qui n'est pas encore le permis. Bon, et ça devrait commencer, les travaux, on espère l'année prochaine, mais voilà, j'ai perdu 1 an, mais il y a des exemples, je pense que je vais écrire un livre là-dessus d'ailleurs. Ce sera pour une seconde vie. Voilà. Dans le temps, dans ce contexte-là, néanmoins, est-ce que vous préparez l'avenir? Est-ce que vous avez pensé à passer la main avant la fin du mandat? On le voit dans certaines communes aussi, des maires qui passent un petit peu le relais. Ça se fait souvent avant les élections. Est-ce que ce sera votre cas? Moi, ma préparation de l'avenir, c'est d'aller jusqu'au bout de mon mandat, jusqu'au dernier jour, et justement de conduire le maximum de dossiers auxquels nous avons tous, l'équipe municipale, auxquels on s'est investi et qu'on voudrait porter jusqu'au bout. Vous n'avez pas évoqué votre succession avec, non, d'autant plus que j'ai la chance d'être à la région, donc ce qui me permet aussi de faire avancer des dossiers et voilà, et d'aller dans le maximum possible de notre engagement que nous avons pris face aux électeurs jusqu'au dernier jour et jusqu'à la dernière minute, et avec toujours le même enthousiasme. Vous soutiendrez néanmoins une liste pendant la campagne l'année prochaine? Écoutez, j'ai pas la visibilité nécessaire pour vous répondre aujourd'hui parce que j'ai pas à part l'opposition, je n'ai pas connaissance de candidats pour le moment déclarés. Alors après, je sais que ce qui est assez d'ailleurs curieux, c'est qu'on constate à la fois, mais il n'y a pas sur le plan national, qu'il y a énormément de maires qui disent ne pas vouloir repartir, entre 50 et 70%, on entend à peu près ces chiffres. Et par contre, on peut être rassuré parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde aussi qui voudra prendre la place. Ce qui m'interroge un peu après, c'est voilà, est-ce que après c'est une chose, mais ça ne doit pas être comme je dis, ça ne doit pas être une carrière ou un aboutissement de vie. Juste un dernier mot sur ces campagnes électorales. En tout cas, vous êtes élu à la région, vous l'avez dit. Là aussi, c'est un mandat que vous laisserez. Ah non, parce que enfin pas forcément. Je vais déjà attendre qu'on me pose la question si je peux repartir ou pas à la région. Vous, en tout cas, vous le souhaiteriez. Mais je l'étudierai. Pourquoi pas? Parce que bon, il y a beaucoup de justement en plus c'est un mandat nouveau pour moi, donc et puis on n'a pas les mêmes, j'allais dire, difficultés de gérer des équipes municipales parce qu'on s'aperçoit que gérer de l'humain c'est compliqué et de gérer des habitants en direct qui sont pas satisfaits de choses dont on n'est plus responsable, c'est effectivement compliqué. Gérer la région d'une certaine façon, de ce côté-là, c'est plus confortable. Un dernier mot sur l'actualité de votre commune aujourd'hui. Quelle est votre priorité? Ma priorité, c'est d'aller jusqu'au bout des projets qu'on a engagés. On a des constructions en cours, on a quelques petits projets immobiliers parce qu'on n'en a quasiment pas sorti du tout sur tout le mandat pour différentes raisons. Faute de foncier, les procédures, l'interco, les lois, etc., les règlements. Et donc, j'ai un certain nombre de projets encore à terminer, de rénovation de bâtiments sportifs. Voilà, j'ai des... Et ils vont être déclinés à la population très rapidement. On a deux réflexions très intéressantes dans le quartier nord pour la rénovation de la gare qui va commencer, mais qui va se dérouler sur une période d'au moins 5 ans dans un contrat régional. Dans notre quartier ouest, au niveau de la place Mandela, on veut revoir aussi voilà. Et on a plein d'autres projets pour justement que la ville soit le plus attractive et aller jusqu'au bout de nos engagements, jusqu'à la dernière minute. De votre mandat, vous allez avec la même passion, voilà. Merci beaucoup, merci d'être venu en plateau pour ce journal, parler de cette fin de mandat. Il reste encore un peu de temps, ce sera en 2020, les élections municipales. Merci à vous. Merci. Le journal de ce 28 février se poursuit à présent avec notre portrait de la semaine. Vous l'avez sans doute peut-être déjà rencontré, c'est une des figures de Déclic Théâtre, Nour El Yakin Louis. Il est comédien, il anime aussi des ateliers auprès des plus jeunes pour partager sa passion. Reportage Mélanie Poquet. Ce 24 janvier, l'heure est à l'installation. Comme chaque année, les équipes de Déclic Théâtre investissent les collèges saint-quentinois. Le match d'aujourd'hui, c'est très important de le savoir, c'est un match amical. On est bien d'accord? L'équipe qui gagne, l'équipe qui perd, on s'en fiche. Le collège Gustave Courbet attrape celui des débuts de Nour El Yakin Louis, plus connu sous le nom de Nono. 92, mon premier match d'impro. Et puis Courbet, c'est aussi le collège où Jamel notamment, Issa ont commencé l'improvisation, et puis plein d'autres qui ne sont pas aujourd'hui des grandes stars du showbiz, mais en tout cas
beaucoup de comédiens ou de techniciens, même je pense à Ossine, à Marion qui était là avec nous. On a tous fait pour beaucoup, on a fait nos premiers pas ici à Courbet. Au Sick Meet, Nono joue souvent l'arbitre, celui qui donne les thèmes et distribue les pénalités, le méchant en apparence. Sympa, à l'écoute, joyeux toujours, jamais de mauvaise humeur. Bah, c'est vrai, il est gentil. Quand on est sur scène, il fait l'arbitre qui est méchant, mais en vrai avec nous, quand en dessous de la patinoire, il nous donne des conseils. Celui qui le découvre, c'est le fondateur de Déclic Théâtre, Papy, lors d'un atelier au collège. Il me dit, dis donc, t'es pas mal, hein, faut t'inscrire le mercredi, faut t'inscrire sur les ateliers du midi. Donc l'année est commencée, moi je m'inscris pas, je finis mon module, je fais mon année comme ça, et puis en 5e j'y retourne et je m'inscris le midi, entre midi et 2, pour faire de l'impro, mais très sincèrement plus pour faire plaisir à Papy. Une première année où il s'estime insignifiant, puis un déclic avec le départ des plus grands, un goût de faire rire de la scène rejoint par une envie de transmettre. Papy me dit, il y a un atelier à la Croix du Bois pour les jeunes de voisins, machin et tout, t'as qu'à venir. Ok, donc moi je suis à l'heure. Et il y a une vingtaine de jeunes qui sont là et Papy ne vient pas. Enfin, Papy ne vient pas. Papy n'est pas là à l'heure prévue. Et au bout de 3/4 d'heure, Papy qui avait une galère sur la route, Papy arrive. Et moi, en fait, je le regarde, je dis vas-y, c'est bon, ils sont chauds. Et il me dit non, continue. Donc je dis ah bon? Il me dit ouais, vas-y, je te regarde. Nono mène alors des ateliers, s'occupe du secteur improvisation. Il est aussi directeur artistique des créations de la troupe Déclic et metteur en scène d'un seul en scène, le premier d'Antoine Rabot, lui aussi formé à Trappes. Un truc où tu vois, t'as un geste physique comme quand on ferme les impros en quintette, quoi. Tu vois, quelque chose qui vient pas perturber par le déplacement. Le 2 mars prochain, Antoine montera sur scène au guichet Montparnasse pour 1 heure d'improvisation. C'est un très grand pédagogue, je pense que c'est de ceux que je connais, ça doit être un des meilleurs profs d'impro que j'ai pu avoir jusque-là. MC, arbitre, responsable de l'improvisation, comédien, metteur en scène, Nono multiplie les casquettes avec toujours un objectif, transmettre son amour de la scène. Et c'est la fin de ce journal replay sur notre site internet et notre application mobile. Lundi à 18h, vous retrouverez en direct Grégory Canalet. Belle soirée.